Un petit bidon, mon pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler du Tour d'Espagne, le troisième grand tour de la saison, qui va s'élancer ce vendredi. D'ici quelques jours, va s'élancer également de l'étranger, et en particulier des Pays-Bas, d'Utrecht, qui avait notamment accueilli le grand départ du Tour de France en 2015. On va donc se pencher sur cette Vuelta 2022, les favoris, le parcours et les attentes que l'on peut avoir pour nos coureurs français, avec déjà aussi tout simplement la question qui va succéder à Primož Roglič, triple vainqueur sortant, peut-être lui-même. On verra ça justement avec nos deux spécialistes du groupe Eto du jour pour parler de cette Vuelta. Ils ont réussi à s'y intéresser entre les championnats d'Europe au milieu de l'été. On commence avec Johan. Salut Johan. Salut Mathieu. Et on est également avec Louis. Salut Louis. Salut Mathieu, bonjour à tous. Et bien voilà, vous savez tout. Attention au départ, chasse patate, c'est parti. Alors je le disais un petit peu vite fait comme ça en introduction, mais déjà la question, la Vuelta, vous êtes prêts à vous y intéresser à fond ou c'est un peu vague pour l'instant? La Vuelta c'est toujours vague, on ne sait pas ce qui va se passer, on n'est pas sûr de quelles courses vont dominer, si la course va être intéressante ou si ça va être un enchaînement de courses de côte un petit peu pénible. Moi je suis assez hypé par la start list, il y a plein de coureurs que j'aime bien, il y a plein d'équipes qui semblent intéressantes, il y a comme des équipes qui ont mené des très très grosses compositions. Donc il y a de quoi faire, il y a de quoi s'y intéresser. Il y a pas mal de Français qui peuvent briller, il y a pas mal de coureurs qui peuvent s'y révéler ou faire un premier truc sur le devant de la scène. Donc il y a quand même de quoi avoir d'attraction. Et Louis, de ton côté, hypé par cette Vuelta? Ouais, c'est toujours à l'approche d'un grand tour, on est quand même toujours assez hypé, que ce soit Vuelta, Giro ou Tour. Bon, et c'est vrai que le Tour c'est quand même encore particulier, mais voilà, oui, on s'y intéresse et puis c'est une course importante du calendrier, on est tous d'accord là-dessus et après voilà, le parcours est atypique sur certains points. On a une bonne start list. C'est l'occasion pour certains coureurs qui n'ont pas réussi à s'exprimer plus tôt dans la saison d'aller chercher des victoires, des accessits. Ça joue sur les qualités de fraîcheur de certains voilà, qui enchaînent pour certains avec le tour. Enfin, il y a plein d'enjeux et c'est un peu, on fait avec les moyens du bord pour les équipes parfois pour faire les compositions. Mais c'est quand même non, c'est intéressant à suivre et il y aura de beaux moments certainement comme chaque année sur la Vuelta. Voilà, je vous pose la question parce que il y a souvent un peu des bruits qui sortent comme quoi la Vuelta c'est la dernière roue du carrosse quand on parle des grands tours, c'est un cran en dessous du Giro du Tour, mais c'est un petit peu vrai. Mais ça a quand même sa spécificité et ça reste une course qui est fort intéressante, même si voilà, pour certains ça peut être pendant les vacances ou quoi, on débranche un peu, mais voilà, on a les championnats d'Europe sur piste, sur route, toutes les disciplines et même tous les sports. Et on a la Vuelta justement qui va arriver, qui va commencer. Alors Louis, tu évoquais un peu le sujet, le parcours, on va en parler bien évidemment. Ce parcours de cette Vuelta, déjà est-ce que c'est un parcours typique de la Vuelta ou ça change un petit peu de ce qu'on a d'habitude, de ce que vous pouvez en penser de manière générale? Alors, je dirais que c'est pas forcément ultra ressemblant à ce qu'on avait l'habitude avec la Volta, avec beaucoup d'arrivées sur des murs avec des pourcentages de toujours plus haut, toujours plus fort. Et alors que là, je trouve que cette année, il y a moins d'arrivées de ce style. On est quand même beaucoup sur des arrivées en altitude, mais pas forcément de ce que j'ai vu en tout cas, pas forcément des grosses pentes à 25%. Alors, il doit bien avoir une ou deux arrivées dans ce style, mais il faudrait voir plus en détail. Mais je trouve qu'il y en a moins que les autres années déjà. Et déjà, ce qui est assez inhabituel depuis quelques grands tours, j'ai l'impression,
on a le retour du contre-la-montre par équipe qui va inaugurer cette Vuelta 2022. Un exercice qui est peut-être un peu moins travaillé que par le passé pour toutes les équipes et on aura déjà des enseignements tirés pour le classement général avec des coureurs qui pourraient perdre un peu du temps sur d'autres. Ensuite, on a une dernière semaine un peu bizarre avec pas forcément voilà, des gros pourcentages sur cette dernière semaine et avec une avant-dernière étape de montagne assez atypique avec deux cols placés dans la journée, mais enfin, c'est deux fois le même col, mais le sommet est à 40 km de l'arrivée sur une étape courte. C'est un col de 10 km où on pourra avoir des mouvements de course, alors que l'étape, elle paraît pas du tout emballante sur le papier, mais non, après, c'est sûr que les coureurs font la course de toute façon, mais non, voilà, je trouve que le parcours est pas forcément dans les traits originaux de ce qu'est capable de nous proposer la Volta, mais ça reste intéressant à voir comment les coureurs vont pouvoir l'exploiter. Oui, parce que, bien évidemment, ça reste les coureurs qui font la course, et bon, le parcours a son impact, hein, mais les coureurs disposent en fonction du parcours. Il peut y avoir un parcours super intéressant qui permet plein de choses, et finalement, les coureurs vont pas forcément en faire grand-chose. Ça dépend beaucoup par rapport à ça. Johan, de ton côté, comment tu le trouves, ce parcours de la Vuelta? Ah, c'est nul. Alors, C'est nul c'est par rapport à l'ensemble des parcours ou par rapport à la Vuelta? c'est nul par rapport à l'ensemble des parcours. C'est nul parce que c'est l'habituel truc de la Vuelta de on fait des étapes claquées où la dernière difficulté c'est l'arrivée au sommet, c'est la côte la plus dure, il va rien passer avant le dernier rock boss, on fait pas d'étape de montagne parce que je sais pas, ils veulent pas faire d'étape de montagne. Mais Est-ce que c'est pas justement intéressant et ce qui fait la spécificité de la Vuelta dans l'ensemble? alors tu poses cette question tous les ans et bof. La spécificité, c'est aussi les routes que tu as en Espagne. Et en Espagne, tu as aussi de la montagne, tu as aussi des côtes qui s'enchaînent. Et typiquement, par exemple, si tu regardes la première semaine, dans le Pays Basque, ils ont des côtes. Ils utilisent le relief qu'ils ont en disposition. La Sierra Nevada, tu pourrais faire des tours et puis un peu enchaîner un petit peu. Non, ils font juste une espèce d'énorme arrivée au sommet à 2500 mètres. Je trouve que c'est aussi catégoriser l'Espagne sur un profil que le pays a pas vraiment non plus. Tu peux enchaîner des côtes en Espagne, tu peux avoir des étapes plus difficiles. Après, c'est sûr que pour les organisateurs, c'est plus facile de vendre ces étapes et de vendre un spectacle un peu tous les jours. Après, dans ce modèle-là, je trouve qu'il y a eu pire et je trouve que, comment dire, la dernière semaine est un peu nulle, dans le sens où c'est pas très dur, tu sais pas trop où ça va pouvoir attaquer, mais quelque part, du coup, ça fait quelque chose d'un peu ouvert, où c'est un peu ouvert aussi aux baroudeurs et à des courses de peloton, il y a des courses où le leader pourrait se faire un peu piéger. Donc, potentiellement, ça peut être très ennuyeux sur la fin. Potentiellement, c'est un peu la Vuelta, c'est un peu plus débridé, c'est un peu plus ouvert. Potentiellement, ça peut être pas mal. Je trouve qu'on a eu des parcours pires. Je trouve que globalement, on aura de quoi un peu s'amuser, mais c'est pas très innovant et très intéressant dans ce que ça a été tracé. C'est vrai que par rapport au parcours et la dernière semaine que tu dis moins pentu, moins de fortes pentes que sur le reste, que sur les deux semaines précédentes, bah, on n'aura pas ce qui s'est passé sur le Giro où tout le monde attendait la dernière étape avant l'arrivée parce que bah, le parcours ne ressemble pas à ça. Donc ça permettra Non, justement clairement, peut-être. dès la première semaine, tu peux, pilier général, tu peux déjà faire des écarts, tu peux déjà avoir une hiérarchie et beaucoup de points où tu vas pouvoir gagner du temps sur les autres. Notamment, je crois, c'est en première semaine, il y a une montée de 4 bornes à 12%. Voilà, ça suffit déjà pour, si t'es vraiment fort, pour mettre un petit peu d'écart sur les autres ou en tout cas t'imposer comme le coureur dominant. Donc c'est sûr que tu vas pas pouvoir attendre la dernière semaine et te dire ah oui, maintenant dans une montée à 7%, je vais pouvoir lâcher tout le monde. Non, ça ne marchera pas. Tu fais référence à la montée de Les Praeres qui fait c'est pas 4 bornes à 12%, c'est 3,9 km à 12,9%, donc encore plus pentu. Donc vous voyez le mur de 8, c'est encore plus pentu et quasiment 4 Bah, fois plus long. c'est le Puy-de-Dôme avec 1% de plus. C'est ça, et en Espagne, hein, donc ça sera toujours une course assez particulière. Mais du coup, dans l'ensemble, ça peut donner une course assez ouverte, l'ensemble de ce tracé de la Volta. Ça peut donner une course assez ouverte. Il y a des gros effectifs qui peuvent aussi, du coup,
c'est compliqué de tenter des trucs sur un parcours pareil, quoi, mais qui peuvent aussi se retrouver à pouvoir piéger peut-être des coureurs forts qui sont un peu plus isolés. Dans certaines équipes, on en parlera plus tard peut-être, mais donc il y a pas tellement de quoi faire, mais il y a de quoi espérer, on va dire. Bon, eh bien, espérons alors, espérons qu'il y ait de la course, qu'il y ait une belle course tout au long de cette Volta. Johan, justement, tu as un peu vendu la mèche. On va parler maintenant des prétendants en général, des favoris à la victoire finale. Alors, je l'avais dit en introduction, Primoz Roglic a remporté les 3 dernières éditions du Tour d'Espagne. Il est à une victoire de devenir co-recordman avec Roberto Heras. Pour vous, Louis, Johan, quels sont les favoris de cette Vuelta? Eh ben, je vais même vous poser la question plus simplement. Chacun, quel est le coureur que vous voyez remporter ce Tour d'Espagne? Louis, qui est-ce que tu vois gagner cette Vuelta? Alors pour moi, c'est pas forcément celui dont on entend le plus parler dans les prétendants, mais je vais dire Jay Hindley. Déjà, parce que c'est selon moi celui qui a le mieux préparé son affaire. Il a donc fait le Giro qu'il a remporté en première partie de saison. Entre-temps, il a directement pu se fixer l'objectif de la Vuelta. Enfin, c'est quelque chose qui était prévu, je pense, dès le début de saison, de doubler Giro Tour, Giro Vuelta, pardon. Et, euh, et donc de vraiment pencher sa deuxième partie de saison sur la Vuelta, avec certainement l'objectif d'aller claquer le doublé. Euh, voilà, sa prestation au Tour du Burgos, c'est pas forcément exceptionnel et on pourrait pas se dire ah ouais il va dominer la Vuelta de bout en bout. Mais c'était déjà un peu le cas dans sa préparation du Giro où les courses de préparation n'étaient pas forcément celles où il a sorti des grands numéros en montagne. Voilà, c'est un peu, il arrive un peu caché. Et puis voilà, pas forcément le grand favori numéro un, mais pourtant derrière il arrive à être régulier sur 3 semaines et à sortir une grosse dernière semaine où il peut parfois renverser des situations. Donc voilà, pour moi, Jay Hindley, plus il arrive avec une très très bonne équipe autour de lui, donc des Higuita, Kelderman, Bourman. La Bora vraiment sera très intéressante à suivre sur cette Vuelta. Donc pour moi, Jay Hindley tient la route pour être un très bon concurrent à Primoz Roglic, vainqueur des 2 dernières éditions, si je ne me trompe pas. Des 3 dernières éditions même. 3 dernières éditions. Après, il y a un petit défaut dans la composition de Labora, c'est que ils ont 4 coureurs qui sont là en gros pour les sprints autour de Sam Bennett, et ils ont 4 plus ou moins leaders autour de Jane Lane. Donc typiquement, ça manque un peu d'équipiers pour tenir autour des leaders sur du petit vallon, sur replacer sur le plat. Et c'est une interrogation que j'ai vu se passer sur Twitter. Est-ce qu'ils vont pas se faire piéger à un moment dans une cassure, dans une chute Oui, pour donner la compo, hein, comme tu évoques ça, côté grimpeur, on a Jay Hindley, Wilco Kelderman, Sergio Higuita et Emmanuel Bourman, et côté sprint, Sam Bennett, Ryan Mullen, Jonas Koch et Danny Van Poppel. Donc ça fait un peu un effectif un peu coupé en deux. Pour toi, Louis, justement, Jay Hindley, il a le rôle de leader assuré au sein de cette équipe Bora, malgré le fait d'avoir Higuita, Kelderman à côté. Bon, après, ça sera au directeur sportif d'en juger. Pour moi, c'est celui qui semble être le plus fiable sur le papier. Déjà parce que c'est le seul des 4 qui a remporté un grand tour. En plus, cette saison, donc ça montre que son niveau est quand même pas trop mauvais. Ouais, ça va. Et en plus, quand on regarde donc les 3 autres grimpeurs, je pense qu'à Higuita, on lui dira oh bah tu auras le plus électron libre pour les victoires d'étape, mais si tu peux donner un bon coup de main à, à Hindley, fais-le et je pense qu'il jouera le jeu. Bourman et Kelderman, c'est des mecs qui ils ont enfin en tout cas Bourman était peut-être pas trop loin à un moment donné d'aller chercher un podium sur un grand tour, mais une victoire, ça reste encore un palier qu'on sait qu'il n'a pas en tout cas en ce moment. Et Kelderman, ma foi, c'est Kelderman. Il sera capable d'aller chercher une victoire d'étape, mais par contre, il est inférieur à Hindley et là-dessus, il n'aura pas le choix de se sacrifier. Ensuite, c'est vrai, tu as souligné par rapport aux étapes de plat. Voilà, c'est vrai que c'est pas forcément. Enfin, c'est vrai qu'il y a des extrémités entre le pôle sprint et le pôle montagne.
mais je pense qu'ils arriveront à s'en sortir là-dessus pour mettre pour faire en sorte que Sam Bennett soit dans de bonnes dispositions pour les sprints massifs et que en même temps Jay Hindley soit bien protégé. Et après, l'histoire de chute crevaison, il y a une petite part de réussite. Si t'es pas là au bon endroit, bah voilà, c'est comme ça. Mais non, je pense au niveau de la hiérarchie, ça sera établi de façon ordonnée pour que ça se mélange pas. Et aussi justement, est-ce que la Bora peut profiter du fait d'avoir 2, 3, 4 cartes pour le général pour profiter de faire une course d'équipe, d'avoir plusieurs coureurs qui peuvent jouer le général et au final il y en a un dans le lot qui tire le gros lot? Bon, pourquoi pas? Oui, ça peut. On a dit que le parcours était un petit peu ouvert sur la dernière semaine. On pourrait assister à des renversements comme ça collectifs, mais si on devait parler de renversement collectif, j'irais plutôt sur une autre équipe, une équipe britannique. Mais bon, je crois qu'on y reviendra un peu plus tard. Une équipe britannique qui s'appelle peut-être Ineos Grenadiers, mais je veux pas vendre C'est ça. je veux pas vendre Je la crois que mèche. c'est ça. Pour rester sur Jay Hindley, aussi il faut signaler que ça sera seulement sa deuxième participation au Tour d'Espagne. Il avait participé à la Vuelta en 2018 sur sa première année professionnelle. Bon, on l'a vraiment vu jouer le général seulement sur le Giro, hein, donc 2020 où il fait deuxième et 2022 cette année où il s'impose. Est-ce que le parcours lui convient aussi parce que on l'a vu sur le Giro avec des étapes avec des grands cols, des enchaînements de cols. Là, on n'a pas ça sur la Vuelta. Ça peut poser problème pour toi ou pas, non? Euh, ouais, ça pourrait évidemment. On sait qu'un Primož Roglic roule mieux, par exemple. Mais est-ce que Primož Roglic arrivera à 100% sur la Volta? J'en suis pas sûr. Derrière, faut regarder la liste des autres concurrents au général. Si on va voir du côté d'Ineos, Tao Geoghegan Hart roule peut-être un peu mieux, mais c'est pas non plus exceptionnel. Enfin, c'est pas un Pogačar quoi. À un moment donné, j'ai pas l'impression qu'on a de. Si, il y a Remco Evenepoel évidemment. En fonction de son niveau qu'il affichera en montagne, sur les chronos, il peut y avoir un important gap. Mais bon, je trouve que Hindley a montré sur le Giro que c'était pas non plus une librelle en chrono et il arrivera à limiter les écarts et derrière s'il est au niveau en montagne il pourra combler ce déficit là-dessus. Johan, le parcours de cette Vuelta, il convient pour toi à Jay Hindley ou pas? Ça risque d'être compliqué. Bah, après, il gagne le Giro sur une démonstration de force sur une montée sèche, donc en soi, Donc la ça peut être Vuelta, un c'est indicateur que les grandes montées sèches, il bah, devrait très bien se débrouiller. qui est en tout cas capable d'aller à un certain niveau qui fait que ce sera compliqué de le décrocher s'il est à ce niveau-là de manière régulière. Donc forcément, c'est que après, comment lui va gérer l'Espagne, pas la même température que sur le Giro, pas le même type de route, pas le même type de choses. L'approche aussi d'école qui du coup est un peu plus course de peloton, tout ça, qui est pas exactement la même manière de procéder, mais en tout cas, a priori, il a le moteur pour pouvoir suivre à peu près n'importe qui a sur la start list annoncée. Donc Jay Hindley, tu rejoins Louis sur le fait qu'on peut le mettre dans la première catégorie des favoris, les top favoris. Bah, de toute façon, quand t'as le vainqueur de Giro qui arrive sur la Vuelta, tu peux pas ne pas le mettre dans les favoris si il arrive dans une manière où tout a l'air d'aller bien et qu'il a l'air à peu près en forme. Donc forcément, oui, tu le mets dans les favoris. Et justement, toi, Johan, quel serait ton favori pour cette Vuelta? Alors, je vais pas dire Roglic parce que j'aime pas dire les vrais favoris. Faut pas Du dire les coup, on va favoris dire- trop évidents, c'est ça? Oui, voilà. Parce que comme ça, après, je gagne jamais les pronos, c'est cool, c'est super. Du coup, on va dire Almeida, qui finira 8ème, du coup. Almeida qui, sa première participation, j'ai pas réussi à retrouver, mais Bah, je il a crois pas que sa première participé à participation, à la Vuelta pour l'instant, il a fait que le Giro. voilà. Qui a fait, qui du coup après son nom de Giro a pas fait grand chose, qui s'est bien préparé, qui arrive en forme, qui a été solide sur le Tour du Burgos, qui a gagné la dernière étape, et qui me semble avoir un très bon profil justement pour ce côté répétition de course de côte, gestion au capteur, et pouvoir aller après battre les autres petit à petit, et puis être régulier, toujours là, présent.
une équipe qui est autour de lui qui est quand même solide. Moi, ça me semble être un bon profil pour justement ce coureur qui arriverait en fin de saison avec de la fraîcheur, de la capacité à faire des grosses montées, à être régulier et pouvoir battre les autres. Même plus que sur le Toyota League dont il a plus l'habitude, mais là, ça me semble bien lui convenir comme parcours. Et la dernière, sur la fin de saison, il était déjà très en forme, donc cette période a l'air comme de lui convenir pas trop mal. Oui, tout à fait, hein. L'année dernière, en fin de saison, il avait remporté notamment le Tour du Luxembourg. Voilà, à titre de comparaison. Et du coup, justement, aussi, ce qu'on a vu de Joao Almeida sur le Tour de Burgos avec sa victoire à Lagunas de Neila et la deuxième place au général, ça renforce le fait que lui, Surtout que le mec, on sait qu'il est prêt. Surtout qu'il se met des handicaps exprès en laissant des trous et puis après en ayant devant boucher les trous. Donc, oui, il est en forme, quoi. Et ça, cette tactique de vraiment toujours, comme dirait David Godu, en prenant la tactique PCM, en faire un effort curseur, ça pose encore moins ce problème pour la Volta. Ça pose encore moins de problème pour la Volta. Ça faisait un peu ce que Dumoulin faisait ça. Je crois que je sais plus quelle montée. Il avait fait une montée comme ça où il se lâchait tout de suite au bout de. Alors qu'il restait 30 coureurs et puis il remonte tout le monde petit à petit. Il va gagner devant. Almeida est très fort pour faire ça et ça peut très bien marcher sur cette Volta où il y aura des coureurs qui se mettraient des peignés devant et puis qui ralentiraient et puis lui qui viendra derrière et puis à la fin c'est lui qui serait plus fort. Je pense que ça peut très bien marcher sur le parcours qui est proposé. Louis, qu'est-ce que tu penses de Joao Almeida pour ta part? Ouais, c'est un favori à prendre en compte dans la hiérarchie des leaders qui vont postuler à la victoire finale. Alors après Almeida, voilà, comme ça a été dit, c'est un coureur qui sait gérer son effort. Malheureusement, on n'a pas pu voir jusqu'où jusqu'où il aurait pu finir sur le Giro, mais j'ai le souvenir de la première arrivée en altitude ou celle où Bardet fait deuxième, ou alors que Bardet aurait par exemple eu plus de. Si c'était un peu plus libéré, faire plus d'attaques. Voilà, Almeida, je me souviens qu'il avait vraiment bien géré son effort, des fois un peu décroché, et au final, il était là pour le sprint massif, et en gérant son effort comme ça, s'il a le niveau pour être là, globalement, oui, il sera dans la bagarre, mais Et voilà, c'est un justement, coureur, et justement par vas-y, rapport à cette étape du Giro, c'était lui au blockhouse, c'était lui qui avait ramené Jai Christophe Hindley. Lacoste. Ouais, c'est ça. Bah voilà, bah, c'est le très bon point. Mais voilà, par exemple, il a montré également sur le Tour de Burgos qu'il était en bonne condition. Donc, ouais, on pourra compter sur Joao Almeida. 24 ans, il arrive avec peut-être moins de pression qu'il a pu avoir lorsqu'il était chez Quick-Step, où on le mettait peut-être bien directement dans les top favoris. Là, il arrive peut-être un peu plus caché malgré sa grosse performance sur le Tour de Burgos. Donc oui, 24 ans, il peut évidemment performer sur cette Vuelta et prétendre au podium. C'est un candidat très très sérieux. Et on parlait Mais de... même par rapport au Giro, il a l'air d'arriver avec moins de pression. On en parle moins que au départ du Tour d'Italie, j'ai l'impression, par rapport à d'autres équipes qui ont les plus gros effectifs. Comment tu Ouais, expliques puis ça? avec une meilleure prépa, je dirais aussi. Par exemple, là, je vois avant le Giro, il n'avait pas couru pendant un mois juste avant. Peut-être que ça a un peu tronqué sa prépa. Alors, ça pourrait s'expliquer par plein de raisons, mais par exemple, là, il arrive avec le Tour de Burgos dans les jambes, une participation à la classification de Sébastien qui n'a pas terminé, donc il a dû faire quelques kilomètres pour borner, mais voilà, là, il arrive avec une course dans les pattes. En plus, il gagne une étape, donc il termine deuxième du général, donc je pense que dans la confiance, c'est le top, mais voilà, il arrive mieux préparé, je pense. Et après aussi, on parlait de l'entourage de Jai Hindley chez Bora Hansgrohe. Joao Almeida chez UAE Emirates. Alors pour vous dire également la compo, là aussi il y a un petit pôle sprinter avec Pascal Ackermann, Juan Sebastian Molano et Ivo Oliveira, mais aussi des coureurs qui sont meilleurs grimpeurs avec Juan Ayuso, Brandon McNulty, Yann Polanc et Marc Solé. Euh, pour sa part, euh, Joao Almeida il est bien emmené. Comment est-ce que vous jugez l'équipe UAE Emirates? C'est pas très loin c'est pas si loin de ce qu'il y avait sur le Tour de France en soi. Donc c'est qu'on peut dire que c'est pas mal. Après, c'est toujours la question de forme de ceux qui sortent du Tour, est-ce qu'il va être bien protégé. Typiquement, Almeida, faut quand même aller le chercher en queue de peloton et puis le remplacer, quoi. Est-ce que son équipe va être
solide pour faire ça, mais en soi, c'est pas un effectif qui arrive où tu te dis ah oui, il va être tout seul. Non, tu te dis ok, il va avoir de quoi l'aider. Alors, juste, tu dis ça ressemble. Il y a seulement McNulty et Soleil qui doublent avec le Tour de France. Mais après, on remplace un Pogacar par Almeida, on remplace un Maika par Ayuso, par exemple. Ça fait un peu dans, dans ces similitudes-là, on va dire. Louis, de ton côté, sur l'équipe UAE Emirates autour de Joao Almeida? Ouais, bah, les noms évoqués sont vraiment intéressants pour l'épauler. En plus, Marc Solé, c'est typiquement le mec qui fera pas une grosse saison, mais qui fera une grosse Volta. Enfin, c'est un peu un Enric Mas. Enfin, c'est les Espagnols arrivent à se transcender sur leur course. En plus, voilà, Marc Solé, il a abandonné le Tour de France à une semaine de l'arrivée, donc il parviendra quand même à garder un peu de fraîcheur. Il faut voir comment il a récupéré. Je crois qu'il a abandonné à cause du Covid. Il était Ou hors hors délai, délai. hein. Ah oui, il était hors délai, mais il était malade. Ouais, Oui, tout oui, à c'est ça. fait. Et donc, ouais, faut voir comment il a récupéré. Et c'est typiquement le très bon quoi qui viendra en plus se mêler au top 10 du classement général au bout d'une semaine. On pourrait même se dire, ah ouais, il pourrait être le deuxième leader du AE et jouer les troubles faites. Mais en tout cas, pour moi, il sera capable d'épauler Joao Almeida de très très belle manière. Et McNulty, on l'a vu à de nombreuses reprises, sa fiabilité. Alors, il faudra voir aussi, parce que lui aussi double après le Tour de France, mais un McNulty, c'est super fiable en montagne. Et le Ayuso, qui sera une petite inconnue, voilà, un coureur avec un très gros potentiel, mais pour l'instant qui n'explose pas complètement. Donc, bon, il a que 19 ans, hein, évidemment, il a encore du temps pour progresser, mais voilà, il sera à suivre, voilà, voir un peu où il peut se juger dans la hiérarchie des grimpeurs sur un grand tour. C'est son premier grand tour, donc voilà, il y a plein de choses là aussi à découvrir qui seront très très intéressantes chez UAE pour entourer Almeida, mais également des talents qui pourraient se révéler au grand jour. Oui, tu parles de Juan Ayuso, il fêtera son 20e anniversaire quelques jours après l'arrivée de la Volta, et il devrait être le coureur le plus jeune au départ de ce Tour d'Espagne, à quelques jours près avec l'Allemand Marco Brenner de chez DSM. Donc, vous nous avez parlé de Gianni Hindley, de Joao Almeida, mais pas du vainqueur sortant, pas du triple vainqueur sortant, Primoz Roglic. Pour vous, il n'est pas en mesure de faire le quadruplé? Ah bah, en fait, alors, il arrive dans la même configuration qu'Wout van Aert avant le tour, c'est-à-dire, on ne sait pas s'il pouvait prendre le départ, il est un peu blessé, un peu malade. Donc, du coup, oui, il va gagner la Vuelta. Mais, Comme Wout van Aert a gagné le Tour de France, hein. oui, enfin, je pense que le Tour de France de Wout van Aert, c'était pas si mal. Non, bien sûr. Mais, oui, après, c'est le favori logique, il sait faire, enfin, la course lui convient parfaitement. Son équipe est moins solide que Jumbo a pu nier sur le Giro ou sur le Tour de France, ce qui pourra peut-être l'isoler un peu, le laisser un peu tout seul à certains moments de course. Mais sinon, oui, c'est le favori logique. Après, c'est toujours enfin, on n'est pas sûr de son état de forme, donc c'est compliqué de savoir exactement ce qui va se passer. Oui, parce que c'est ça un peu la grande inconnue, hein, depuis son abandon sur le Tour de France. Il a pas couru. Apparemment, la décision de sa participation à la Vuelta a été prise cette semaine. Donc, même au sein de Jumbo-Visma, peut-être pas encore sûr à 100%. Il faudra voir. Et justement, quand on arrivera au Pays Basque sur la quatrième, cinquième étape, on aura vite un aperçu, savoir comment est Primoz Roglic, qu'est-ce qu'il pourra faire. C'est un petit peu l'inconnu. Mais bon, visiblement pour toi, Johan, ça semblait le favori trop évident pour le citer. Louis, Après, peut-être qu'il y a Roberto Uras qui va me lancer des clous sur la route pour essayer de l'empêcher d'avoir 4 victoires comme lui, mais allez, scénario improbable, le retour. Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de Primoz Roglic? Déjà, comme on disait, l'inconnu, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Bah, je suis sur quand même la même longueur que Johan. Évidemment, c'est le favori numéro un et il y fait figure de favori, bah, déjà parce qu'il est triple tenant du titre, donc déjà sa classe. Et ensuite, voilà, c'est le parcours, enfin, c'est le grand tour qui lui convient le mieux par rapport au profil des étapes. S'il a,
on sait qu'il sera quasiment, on sait quasiment sûr qu'il sera pas à 100% par exemple, mais s'il s'aligne, c'est pas pour faire le cirque et c'est qu'il a des ambitions, qu'il est à peu près sûr de ses forces, qu'il pense pouvoir aller être solide sur ces 3 semaines. Après, la communication de la Jumbo-Visma, faut s'en méfier, la prendre un peu avec des pincettes. Tu parlais du cas de Van Aert, enfin, on n'était pas dupes, hein, on savait déjà avant le tour que la soi-disant blessure au genou, c'était plus du bluff qu'autre chose. Ils sont capables de faire la même chose avec Roglic. Pour Est-ce que, moi, ce la- qu'il peut faire. est-ce que à la Vas-y. limite, c'est pas plus pour anticiper un coup de moins bien Ouais, mais enfin, dans quel intérêt? Enfin, si t'as un coup de moins bien, t'as un coup de moins bien, ça sert à rien de le bluffer. Alors je dis ça en plus le jour où on a dans un autre sport Kevin Mayer qui abandonne au décathlon alors J'y ai que la pensé veille on aussi. apprend la veille on apprend qu'il a une blessure, qu'il est pas sûr d'aller au bout de son effort. Bon ça c'est un cas différent hein, mais moi je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de dire dans la presse ou de prévenir une blessure, une maladie. Après, bon, chacun gère comme il veut, mais bon, c'est pas. Roglic à Bilbao, il va s'arrêter, il va aller voir les caméras. Vraiment, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour mes Ah, non. supporters, mais je ne peux pas continuer. Ah, mais, à Bon, un ben on moment. verra. Après, donc la question, Primoz Roglic, voilà, faudra déjà voir à l'arrivée au Pays Basque comment il se porte, comment se porte le Slovène triple vainqueur sortant. Et s'il est en jambes, ben, je pense que la question sera réglée de savoir s'il est à 100% ou pas loin pour jouer le général de cette Vuelta. Après également, il y a pas que Hindley, Almeida et Roglic qui vont jouer le général, il y a pas mal d'autres coureurs qu'on n'a pas cités pour l'instant. Alors il y a Simon Yates, le dernier vainqueur avant Primoz Roglic, qui n'est pas revenu hein, sur la Vuelta depuis sa victoire en 2018. On a Ben O'Connor qui a abandonné sur le Tour de France avant même de pouvoir défendre ses chances en montagne. On a également Richard Carapace, tu en parlais Louis, l'équipe Ineos Grenadiers, qui a plusieurs cartes en main, notamment Richard Carapace, vainqueur du Giro 2019. Mais qui a pas l'air d'arriver dans une forme, qui a pas l'air d'arriver dans une forme terrible, Carapaz. C'est-à-dire Chez Carapace, tu Ineos, y crois pas toi? bah, j'ai pas l'impression que chez Ineos ça va jouer sur lui. J'ai l'impression que ça a plus jouer sur Sivakov, sur même peut-être Geoghegan Rodriguez. J'ai pas l'impression qu'on est parti pour avoir Carapaz. Je pense que s'il est bien, il sera bien et ils vont l'utiliser, mais j'ai l'impression qu'on n'est pas parti pour l'avoir en leader vraiment désigné et capable d'écraser la course. Enfin, d'écraser. Il n'a jamais écrasé la Volta, mais d'être au top parmi les autres coureurs. Louis, alors c'est toi qui avait lancé du bout des lèvres le, le- le- le choix à faire chez Ineos Grenadiers. Qui sera le leader? Bah, évidemment, le cœur voudrait que ce soit Pavel Sivakov. Évidemment. Maintenant, c'est pas celui qui a les plus grandes références sur un grand tour. Par contre, c'est celui qui arrive avec peut-être la meilleure forme. Donc, quand on gagne le Tour de Burgos, c'est qu'on arrive souvent en bonne condition pour la Vuelta. Euh, Derrière, on a un Tao qui a peut-être un peu plus de références, par exemple, mais qui est peut-être pas forcément sur la même forme, qui sera peut-être meilleur en troisième semaine. Derrière, il y a vraiment un jeu là-dessus chez Ineos pour savoir qui aura le leadership numéro un, voire s'il devait y en avoir un autre, un numéro 2. Moi, je dirais bien que le duo Sivakov-Geoghegan serait la bonne doublette pour Ineos, avec un Carapaz. Bah, c'est celui qui a évidemment les meilleures références, mais qui est, voilà, comme l'a dit Johan, il semble pas dans la meilleure forme en ce moment. Donc, mais bon, voilà, on le saura très rapidement de toute façon sur les premières étapes. Je crois qu'il y a une arrivée en altitude dès la cinquième ou quatrième étape, je ne sais plus. La sixième étape, Mais hein, c'est la sixième étape, voilà. l'arrivée au Pico Jano. Et ben Oui, voilà, mais l'étape aura le d'avant, choix. t'as des. C'est arrivé après une bosse, non? Enfin, souvenir. Oui, la cinquième étape La Bilbao avec, cinquième. qui suit un petit circuit avec notamment l'Alto des Vivero, 4 km et demi à 8%. Donc ça donnera déjà un premier indicatif sur les forces en présence.
Mais ce qui est super intéressant pour en tout cas pour l'équipe Ineos en général, c'est d'avoir un Carapaz qui a l'expérience des grands tours et qui pourra épauler des leaders un peu plus jeunes qui ont peut-être pour la première fois des très grosses responsabilités. Tao Geoghegan, quand il termine, quand il gagne son Giro, il est arrivé avec moins de pression, avec beaucoup moins de pression. C'était un peu la grande surprise. Mais là, il arrive avec peut-être plus de responsabilités dès le grand départ. Voilà, avoir un mec comme Carapaz qui a de l'expérience, c'est toujours très bon pour entourer des plus jeunes coureurs. Même si c'est pas des peintres non plus, mais voilà, ça peut compter. Et puis pour monter des coups tactiques sur les dernières étapes de montagne, c'est super intéressant. Et après aussi, il y a un coureur qui va être assez attendu, notamment en Belgique, c'est Remco Evenepoel qui va participer à sa première Vuelta. C'était son grand objectif de la saison, tout bien préparé pour ça. Alors Patrick Lefeuvre ne veut pas se risquer à évoquer un objectif parce que il dit que si je prévois la victoire, le podium, on va dire que j'en fais trop, et si je dis le top 10, que j'en fais pas assez, donc il veut rien dire sur Remco Evenepoel. Vous, qu'est-ce que vous pensez de Remco Evenepoel? Qu'est-ce qu'il est en mesure de faire sur cette Volta? Bah, si on s'en réfère à ces dernières références sur des courses de côte en termes de puissance développée, de tout ça, il est quand même a priori capable de finir top 5. Après, il y a la question d'avoir 3 semaines sur un grand tour, d'avoir la gestion de tous les jours, la récupération, son état de forme immédiat qui a l'air quand même pas mal, mais bon. Et aussi, est-ce qu'il pourra essayer d'utiliser ses capacités d'endurance et de faire des coups en partant de plus loin plutôt que juste subir un petit peu sur les. Enfin, je sais pas s'il va subir, mais un petit peu plus être dans le rythme sur les courses de côte. On sait pas trop ce qu'il va en faire. Après, je trouve que c'est un peu hypocrite d'arriver avec un coureur comme ça et de dire ouais, on va faire juste top 10. Tu sais qu'il a une capacité pour faire un très gros truc, tu dis juste qu'il va jouer le général et puis tu verras bien, mais je vois pas le côté genre ouais, on va pas annoncer qu'on va peut-être viser un podium, bah limite annonce que tu vas viser un podium, c'est pas grave. Hein. Après, les médias belges, ils sont cons, mais comment dire, Tu vas pas te faire des amis, faut, mais bon. faut assumer le potentiel du coureur que tu as aussi. Tu sais, c'est comme Pinot qui avait dit que c'était quoi quand la victoire de Crossway, je crois, non, enfin, pas victoire de Crossway, du coup, la victoire de Nibali au Giro 2016, qui disait que ouais, j'ai le niveau en termes de watts, de puissance pour être devant ces mecs-là, faut assumer le niveau que tu as aussi. Après, ça passera peut-être pas parce que 3 semaines, parce que son deuxième grand tour, tout ça, mais faut assumer le niveau que tu as aussi. Enfin, Ah, c'est vrai que justement aussi le fait de courir 3 semaines, ça va être l'inconnu. On l'avait vu sur le Giro 2020 dans des conditions complètement différentes. Hein. Il n'avait pas couru depuis sa grave chute sur le 2021. Il n'avait pas couru depuis sa grave chute sur le Tour de Lombardie 2020, où il avait fini vraiment. Il n'avait pas fini déjà. Il avait été dans de grandes difficultés sur la dernière semaine. Donc ça sera déjà la première question à laquelle il va falloir que Evenepoel réponde par lui-même. Louis, de ton côté, où est-ce que tu vois finir Remco Evenepoel? Podium, top 5, top 10, victoire? Je dirais autour du top 5. Je crois que c'est ce qu'avait dit également Johan. Euh, pour moi, le parallèle est peut-être un peu trop facile, mais j'ai l'impression qu'il y a une comparaison assez rapide entre Almeida et Evenepoel, dans le sens où c'est des coureurs dont on sait qu'ils vont très vite en chrono, qui sont capables d'avoir un bon niveau en montagne, mais qui restent assez imprévisibles. Et que leur qualité de récupération sur 3 semaines est un peu inconnue. On ne sait pas trop comment ça va se dérouler pour eux. On sait qu'ils sont capables d'être dangereux, qu'ils le seront très probablement, mais on n'est pas capable d'être certain là-dessus. Mais voilà, Evenepoel, ensuite, voilà, il y a ce souci d'assumer la pression qui peut être mise sur lui parce qu'il est attendu par tout un peuple, par tous les suiveurs belges. Mais Evenepoel, voilà, après, c'est un peu l'inconnu. Il est capable déjà en plus de prendre le maillot rouge dès la première étape, parce que je pense que la Deceuninck, enfin, faut plus dire la Deceuninck, le Quick-Step est capable de prendre le maillot rouge dès la première étape avec le contre-la-montre par équipe. Ouais, c'est un peu l'inconnu, mais Evenepoel est capable de jouer les troubles faites, mais tout dépendra de son niveau en montagne, en fait, tout simplement. et pour le coup, Quickstep a une très très belle équipe autour de lui.
Ils ont qu'à peu près l'équipe qu'ils auraient dû aligner au Tour de France, mais il y a vraiment de la densité en montagne, dans les bosses, de quoi l'accompagner partout, bien encadré, honnêtement. Il y a vraiment de quoi faire autour. Hein. Bon, justement, pour citer cette équipe Quick-Step Alpha Vinyl, on a Peter Seri, Julien Alaphilippe, Rémi Cavagna, Dries de Venens, Remco Evenepoel, Fausto Mastella, Ilan Van Wilder et Louis Verwecke. Voilà donc les 8 coureurs de l'équipe Quick-Step sur cette Vuelta. Et un petit mot avant de passer aux attentes des coureurs qu'on peut avoir sur nos coureurs français, sur le grand coureur espagnol qui va prendre sa retraite en fin de saison, Alejandro Valverde, le Murcian qui va participer pour la 16e fois au Tour d'Espagne, on va dire peut-être co-leader de l'équipe Movistar avec Enric Mas. Voilà, il va pouvoir pourrir Mas une dernière fois avant de prendre sa retraite. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Qu'est-ce que les Espagnols aussi peuvent en attendre de Valverde? Alors, déjà, Movistar, il y a quelque chose qu'ils doivent attendre, c'est la non-relégation du World Tour. Donc, c'est bien pour eux, ce serait bien pour eux qu'Enric Mas fasse une place, ce serait bien pour eux que Valverde fasse une place. Si les deux peuvent faire une place, c'est très bien. Donc, sans doute que les deux vont avoir champ libre pour aller gagner des étapes, pour aller jouer le général. Est-ce que Valverde va tenir? Parce que par rapport à ce classement sur 3 ans qui sera pris en compte pour les places en World Tour l'an prochain, Movistar, un petit peu compliqué, il me semble qu'ils sont en dernière place du World Tour à l'heure actuelle. Bah, surtout qu'ils font plus aucun résultat, quoi. Donc, voilà, il va être temps de marquer des points. Après, il y a toujours à peu près 500 points d'avance sur l'auto. Et ouais, mais t'es pas à l'abri que Arnaud Delis fasse une dinguerie sur 5-6 courses de suite et que ça passe devant. Donc il y a intérêt à plutôt bien réussir la Vuelta. Mais justement, il y a plutôt intérêt à bien réussir la Vuelta, parce que est-ce qu'après ils vont être aussi existés sur les courses d'après? Ils vont pas aller exister sur les courses belges de fin de saison. Donc après il reste les classiques italiennes, mais c'est pas sûr non plus qu'ils soient à l'avant. Donc là c'est quand même assez décisif pour eux cette Vuelta. Et justement concernant Valverde, c'est compliqué de savoir. Après en ce moment c'est un peu des hauts des bas. Donc est-ce qu'il va tenir le choc? Est-ce qu'il va être un peu plus dans le mal? C'est sûr que la course lui convient bien. Il connaît, il sait faire. Ce serait pas étonnant soit de le retrouver dans le top 10. Après, peut-être qu'il va juste finir 20e et se montrer sur des étapes et être là de manière un peu plus rare. Du moment qu'il se casse pas la gueule en pleine montée parce qu'il roule dans un trou, je pense que ça sera très bien, quoi. Louis, top 10 pour Valverde? Je préférais. Alors, je suis pas forcément un admirateur de Valverde pour plusieurs raisons, mais moi je le verrais plutôt s'amuser dans les échappées en deuxième, troisième semaine, se faire une belle petite tournée d'adieu avec pourquoi pas de belles aventures dans les étapes montagneuses, avec pourquoi pas une victoire d'étape. Je préférais le voir dans ce style-là que de s'accrocher à un top 8 au général en subissant un peu la course. Enfin, je trouve que un Valverde offensif, c'est quand même plus intéressant qu'un qui subit à l'arrière de la course. Ça me rappelle un peu le dernier grand tour de Contador où en plus il a pu s'offrir une dernière vadrouille à l'Angliru. C'est pas le même type de coureur non plus. Hein. Non, c'est pas le même type de coureur, mais si tu veux, dans la renommée du coureur, voilà, il était adulé en Espagne. C'est un coureur qui aura marqué les Espagnols par ses succès et par d'autres choses un peu extra-sportives, mais bon, on va pas trop en parler dans ces moments-là. Mais qui aura marqué voilà, l'Espagne. Voilà, ça fait quand même 20 ans qu'il est au top niveau et à chercher des victoires et un palmarès impressionnant. Donc c'est un coureur qui a envie de vivre une belle tournée d'adieu et c'est pour ça que je préférais le voir en tout cas dans une optique un peu plus offensive que de subir et de jouer un top 10 au général. C'est vrai que ça peut être cringe, peut-être les commentaires autour de dernier tournée d'adieu de Valverde, ça peut-être être un peu gênant à certains moments. Mais... Bon, en tout cas, c'est sûr que ça sera à 42 ans, ça sera le dernier coureur marquant d'une certaine page du cyclisme espagnol qui va prendre sa retraite. Donc, c'est un des derniers. Est-ce que c'est le dernier représentant du cyclisme des années 2000? Non, presque. Là, comme ça de mémoire, j'ai pas d'autres coureurs. De vraiment. Il y a Gilbert un petit peu, mais Gilbert c'est même presque plus tard. Donc, Gilbert c'est vraiment la fin des 2000. Donc oui, techniquement Valverde. Après bon, de toute façon les années 2000, c'était déjà il y a plus de 12 ans. Donc il faut faire une carrière assez longue pour tenir. Et oui, désolé petit coup de vieux, mais mais ça remonte. Il y a déjà une décennie entre.
Donc voilà, Valverde qui prendra sa retraite à la fin de la saison. Et pour finir, on va évoquer bien évidemment nos coureurs français. Alors, vous avez parlé un petit peu de Pavel Sivakov chez Ineos. Son rôle, c'est la principale carte pour le général côté français. Oui. Pour Je- le général, en tout cas, oui. Et je justement, t'avoue donc, que oui, je crois, parce que là, j'arrive pas à me remettre un autre français comme ça. alors, pour la Au montagne, général, mais- pour la montagne, on a aussi Thibaut Pinot, mais Thibaut Pinot, la question sera de savoir qu'est-ce qu'il va jouer, qu'est-ce qu'il va viser. Bah, quelle forme il aura déjà, parce que il a rarement enchaîné avec succès de grands tours quand même. Donc là, il est sur la Vuelta, a priori, c'est aussi pour se refaire de la caisse en prévision de la saison prochaine, mais c'est pas sûr non plus qu'il ait une forme incroyable sur cette Vuelta. Donc, tous les espoirs reposent, enfin, en tout cas pour une place au général, tous les espoirs reposent sur Pavel Sivakov, dans l'optique où Pavel Sivakov serait le leader d'Ineos. C'est ça, quoi. Bah, c'est ça, après, est-ce qu'on est à l'abri d'un exploit d'un Français qui finirait top 10 genre, je sais pas, un Champoussin qui ferait une course incroyable c'est peut-être possible, mais bon. Surtout Sivakov, oui. Justement, Thibaut Pinot, qu'est-ce que vous en attendez? Pas grand-chose de particulier, ça serait juste pour enchaîner du foncier et préparer pour la saison prochaine, ou il y a un objectif sportif à aller chercher pour lui? Oh, je pense qu'il y a quand même un objectif sportif, mais moins on en attend, mieux on se portera. Je pense. C'est- Tu veux pas lui porter l'œil, quoi. sans vouloir être méchant avec lui, hein, évidemment, mais faut pas s'attendre à ce que Thibaut Pinot remporte la Vuelta. Alors que ça se trouve, il va la remporter et je vais passer pour un énorme guignol, mais non, Franchement, je pense s'il remporte la Vuelta, je pense que tout le monde s'en fout. Ouais. Oui. Après, de toute façon, si tu veux, je pense qu'en termes de guignollerie, on était pas mal avec la présentation du Giro où on n'a pas cité Jack Hindley une seule fois. Donc, Ah ouais. mais donc voilà, on peut tout attendre de Thibaut Qu'est-ce qu'on n'a Pinot. pas cité là, du coup, pour l'instant? Genre, en fait, ça va être Lopez qui va gagner la Vuelta et on n'a pas cité une Simon seule Yates, on fois. l'a pas cité du tout. Si, ouais, mais... Ouais, ouais, il y a pas mal d'autres noms. Bon, mais écoutez, si vous voulez citer des noms comme ça, qu'on sait qu'on les a cités. Non, non. Attends, je veux dire toute la start list. Alors, Oh, puis allez, tant qu'à dire Chris Froome, on sait jamais. Bon, du coup, pour rester sur nos coureurs français, donc bon, Thibaut Pinot, c'est quoi? C'est une place au général, une étape? Ouais, fais-toi plaisir. Enfin, fais ce que tu veux. Tant que tu te fais plaisir, que tu te tapes des beaux barous en montagne, fais-toi plaisir, Thibaut. Euh, ouais, des victoires d'étape sur la Vuelta, en plus, il en a déjà remporté. Non? Si, pardon. Deux sur le même grand tour. Non, je me mélange. Mais voilà, fais ce que tu veux. Si t'as envie de chercher le petit maillot des grimpeurs, fais-toi plaisir. Du coup, ouais, pour le général, chez Groupama FDJ, je vois pas l'intérêt de donner du leadership à Reichenbach, même s'il est capable d'être régulier, peut-être sur 3 semaines. Je le oui, vois c'est pas vrai. évoluer à un niveau exceptionnel et capable d'aller chercher ce top 10 à régulière. Pour moi, FDJ, c'est typiquement l'équipe jouer les échappées à fond, et puis il y aura les sprints massifs avec Jake Stewart pour aller chercher des placettes, mais c'est typiquement le genre d'équipe qui va aller tout jouer sur les échappées. FDJ dans l'échappée, ça peut être assez, ça peut être assez pas mal, hein, parce que Mm. entre Paché, Mollard, Armirail, Reichenbach, Pinot, si t'envoies 2-3 en même temps, ça fait quoi de bien mettre le bazar après dans d'échappée. Ah, c'est clair, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, Yann. Donc il y a des coups à jouer en échappée pour Thibaut Pinot et l'ensemble de la Groupama FDJ. C'est ce qu'on va retenir et on verra si l'équipe de Marc Madiot aura ça en tête tout au long de cette Vuelta. Un autre coureur qui sera aussi particulièrement scruté côté français, c'est Julien Alaphilippe. Julien Alaphilippe qui n'a pas pris part au Tour de France cette saison. Il est revenu de manière pas forcément de la manière la plus évidente, hein, avec le Tour de Wallonie puis le Tour de l'Ain. Le Tour de Wallonie, il s'est imposé au sommet du mur de Huy, puis a chopé le Covid, a dû abandonner. Tour de l'Ain, il a fini avec une 16e place au classement général. Il aura à ses côtés notamment Remco Evenepoel. Quel sera le rôle de Julien Alaphilippe, le champion du monde, sur cette Vuelta? Je pense que c'est comme Wout van Aert sur le Tour de France, c'est-à-dire que c'est lui qui va faire ce qu'il a envie de faire. Et que probablement, Alaphilippe c'est quand même quelqu'un qui se met assez facilement à aider les autres, donc je probablement qu'il a aidé Evenepoel.
Mais je pense que tant qu'il pourra jouer sa carte, il ira jouer sa carte et il ne souciera pas trop de ce qui se passe derrière lui ou de ce qui se passe par rapport à ses équipiers. Et Donc puis tu le même vois de dans un manière style plus un générale. peu, donc tu le vois dans un style un peu mixte à jouer des échappées, des étapes même parmi les favoris, et en même temps sur d'autres jours épauler Evenepoel. Oui, voilà. Après, je sais pas s'il a la forme pour aller battre les autres favoris à la pédale sur des arrivées en boss ou des trucs comme ça, mais en tout cas, on risque de le voir dans les échappées, on risque de le voir à l'attaque. Je pense pas qu'il sera spécialement mis au service de son équipe, surtout que Quick-Step, à mon avis, il va pas assumer complètement le côté on vient pour le général, donc ça risque de lui laisser beaucoup de marge. Donc on devrait le voir souvent à l'attaque. De toute façon, même sur le Tour de l'Ain où il avait du mal, on l'a vu beaucoup à l'attaque, donc clairement, on va le voir actif. Et Louis, de ton côté? Et ben pour moi, Julien, il arrive clairement pour préparer ces championnats du monde. Ça me rappelle un peu la position qu'il avait eue en 2017 où il préparait les championnats du monde de Bergen, où il avait remporté une victoire d'étape et il est arrivé en grande forme aux mondiaux. Et un peu la position qu'il avait eue en 2020 avec le Tour de France pour préparer les championnats du monde en Italie. Et en plus, c'est un titre, son premier titre. Donc pour moi, Julien, il va clairement faire des efforts. Tenter des coups et également pour les Remco Evenepoel, c'est fort probable. Mais pour moi, il est là pour borner, pour faire des efforts et il a de grandes chances au passage de récupérer une petite victoire d'étape. Pourquoi pas voilà de se faire plaisir avec un maillot du meilleur grimpeur à aller chercher. Mais en tout cas, si certains voulaient voir des ambitions au général, pour moi, c'est pas du tout le cas. Et voilà, l'objectif, c'est de préparer les mondiaux. Et Julien, on risque de le retrouver à l'attaque pour notre plus grand plaisir avec ce beau maillot arc-en-ciel dont il doit profiter encore 3 semaines à minima, si ce n'est plus, mais ça on le saura en Australie et dans un peu plus d'un mois. Bon, se préparer pour le mondial, je suis pas sûr que ça plaise à Patrick Lefeuvre, mais Ouais, mais bon, au niveau de sa vitrine, c'est quand même intéressant d'avoir un maillot de champion du monde dans son équipe. Après, ah c'est bah, sûr, s'il préfère être meilleur sur les autres courses qu'avec le maillot de l'équipe de France, bah, je peux comprendre son point de vue, mais avoir le maillot de champion du monde dans son équipe, c'est quand même pas mal. ça c'est sûr, c'est juste Patrick Lefeuvre qui veut, c'est que ses coureurs à chaque fois donnent à fond sous son maillot, et que quand ils sont avec sous les couleurs de l'équipe nationale, finalement c'est un peu moins intéressant, mais c'est Patrick Lefeuvre, on sait qu'il est comme ça. Et pour finir, côté français, celui qui devrait jouer sa chance dans les sprints, c'est Brian Cocard chez l'équipe Cofidis. Alors c'est le plateau de sprinter de la Vuelta, hein, c'est pas le même niveau qu'on a sur le Tour de France. Bien évidemment, aussi un peu moins de possibilités également, pourquoi pas. Alors la question c'est Brian Cocard, Bah, est-ce qu'il pour peut le coup, il y gagner a une plus étape? de Pour le coup, il y a plus de possibilités pour les purs sprinters sur cette Oui, Vuelta qu'il y en a eu sur le Tour de France c'est vrai, ou sur le Giro. c'est vrai. Donc les sprinters sont plutôt pas trop mal servis. Ils ont de quoi faire aux Pays-Bas sans avoir eu de fatigue avant. Ils ont encore 2 étapes en dernière semaine. Enfin, ils sont pas là pour le coup, ils sont pas tant à plaindre que ça. S'ils passent un peu les bosses, ils ont de quoi aller chercher d'autres étapes aussi. Après, Et justement, Brian Cocard, il peut aller chercher une victoire d'étape comme ça? il y a une section du forum qui fermerait s'il gagne une victoire d'étape, donc non. Mais oui, non, si, il a de quoi aller chercher une victoire d'étape. Forcément, il y a Merlier qui est quand même très gros sprinter qu'il faudra gérer, mais Merlier, c'est même pas sûr qu'il va finir la course, donc ça laisse des ouvertures. Derrière, il n'y a pas de sprinter qui actuellement fait peur à ce point-là où on se dit qu'il pourrait pas aller les battre ou les concurrencer. Donc forcément, il sera dans les coureurs attendus à chaque fois sur les sprints. Oui, Euh, parmi les sprinters qui sont annoncés, on a Tim Merlier, comme tu en as parlé, on a aussi Mats Pedersen, Pascal Ackermann, Caden Groves, Garben Tyson, Sam Bennett. Donc voilà, ça reste un plateau relativement ouvert et dont le français pourrait bénéficier. oui, voilà, lui un autre. Donc après, peut-être qu'il va lui manquer un peu comment dire, de l'effectif pour l'accompagner pour emmener les sprints, parce qu'il y a quand même beaucoup de coureurs plus typés pour les bosses et un peu pour la montagne chez Cofidis, mais en soi, il est parfaitement capable de se débrouiller, il est capable d'aller chercher un peu des accès sur certaines étapes vallonnées. Donc peut-être que ça va y servir aussi comme ça. Et Louis, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses de Brian Cocard, de ses chances parmi le plateau de sprinters? Ouais, bah évidemment qu'il a ses chances et j'espère qu'il pourra briller. Après, je l'attends pas forcément sur les étapes aux Pays-Bas, les deux premières étapes où ça sera du sprint plat
Et Coquard, même s'il possède une très très belle pointe de vitesse, je pense par exemple qu'un Merlier est bien plus rapide sur des arrivées plates. Après, le problème pour Coquard sur la suite de la Vuelta, c'est que la Vuelta, c'est pour moi le grand tour le plus favorable aux échappées de baroudeurs. Et c'est plus difficile pour les équipes de sprinteurs de se coordonner. Et surtout quand le plateau est assez faible comme ça, il y a peut-être moins d'équipes pour contrôler la course et c'est plus difficile d'avoir des arrivées massives au bout de 10-12 jours de course où là, finalement, les échappées, elles se forment au début et puis elles prennent 10-15-20 minutes parce qu'il n'y a aucune équipe de sprinteurs qui veut collaborer et qui veut un sprint parce qu'en plus, déjà, elles ont mis des coureurs devant et parce que leur coureur est moins rapide qu'un autre et du coup, bah, il y a ce jeu de ah bah on va pas rouler donc finalement, bah, voilà, l'échappée, elle prend 15 minutes et ça se joue entre baroudeurs. Donc ça, c'est le gros problème pour Coquard. Est-ce qu'il aurait pas mieux temps du coup d'aller dans les échappées pour essayer de jouer sa carte, mais à ce moment-là, il aura la pancarte et tout le monde voudra se débarrasser de Coquard dans les échappées. Coquard, finalement, même si les étapes pourraient plus lui convenir, il est un petit peu entre deux tableaux on ne peut pas viser les sprints massifs parce qu'on n'aura personne pour nous aider à contrôler la course. Et si on va en échapper, bah, on va avoir la pancarte, tout le monde voudra se débarrasser de nous. Donc voilà, ça ne sera pas évident. Il faudra avoir des bons concours de circonstances. Mais s'il parvient à avoir une opportunité, bah, faudra la saisir tout de suite et pas compter sur 2 jours plus tard où on a une autre étape de plat. Mais voilà, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc voilà, Cocard, là où on parlait par exemple d'un manque d'effectifs, bah, c'est là où ça pourrait se payer. Bon bah voilà, ça sera toute l'équation à résoudre pour Brian Cocard, qui participera pour la première fois à un grand tour autre que le Tour de France. Ça sera donc sa première Vuelta pour Brian Cocard au sein de l'équipe Cofidis. Et Cofidis pour donner la sélection, comme tu as un peu évoqué, le côté collectif, avec Ruben Fernandez, Rémi Rochas, Davide Chimolai, Thomas Champion, les frères Herrada, Jesus Rosé et Davide Villela. Donc on va dire concernant Brian Cocard, principalement David et Chimolai, et le reste ça sera quand ça va grimper, au sein de l'équipe Cofidis. Voilà donc pour toute cette présentation de la Vuelta. On a passé bien en détail les favoris, le parcours, les chances de nos Français, avec Pavel Sivakov, Thibaut Pinot, Julien Lafilippe, Brian Cocard, et il y en a également d'autres. Pas mal de baroudeurs français qui peuvent aller faire des trucs, mais en général chez Dezer. Voilà, donc, chez Cofidis, chez pas mal d'équipes où ça peut être assez intéressant. Donc il y a pas mal de belles choses à attendre. Ça sera pas de grands favoris côté français pour le général, mais on a des chances du côté des étapes, on a plusieurs belles cartes. Donc il faudra suivre ça bien évidemment sur cette Vuelta qui s'élance donc ce vendredi d'Utrecht et qui rejoindra ensuite l'Espagne par le Pays Basque dès mardi prochain. Ouais, Mathieu. Oui. Louis. Si je peux ajouter juste pour les Français, Johan, tu as cité AG2R, Cofidis. Chez Arkea, typiquement, sur des étapes un peu plus plates, un peu plus ouvertes, typiquement des mecs comme Garnalec, comme Guglielmi, comme Gébert, de la place Rousseau, ces 5 Français-là qui sont alignés par la formation Arkea Samsic, ça peut, du fait qu'ils soient un peu moins surveillés, ils peuvent saisir un peu une opportunité comme a pu le faire Nance Peters par le passé sur ses premières victoires au Giro. Et au Tour de France où ils sont un peu moins connus et profiter d'un petit marquage et en baroudeur assez solide, typiquement les chercher des victoires un peu à la surprise générale. Après, j'ai cité ces 5 noms-là, mais il y en aura d'autres. Après, moi, avec ces noms-là, tu as cité Nance Peters, moi j'aurais plutôt cité les victoires de coureurs de Conti italienne à la fin du Giro sur une échappée de 3 coureurs. Mais moi, ça peut être ça aussi. Et justement, pour Arkea Samsic, alors t'évoquais les Français, un nom qu'on avait peut-être oublié pour le général, c'est Nairo Quintana, qui a déjà une Vuelta dans sa besace, et qui va donc revenir sur ce Tour d'Espagne, qui sera donc la première Vuelta de l'équipe Arkea Samsic, qui avait obtenu son invitation automatique avec son classement UCI de l'année dernière. Voilà donc pour cette présentation de la Vuelta, on a bien tout détaillé, je le pense, avec donc les favoris, les chances de nos Français. Bien donc la Vuelta qui s'élance donc ce vendredi d'Utrecht, on en a parlé. On vous la fera vivre bien évidemment sur notre compte Twitter avec les live tweets des 21 étapes, bien évidemment.
pour le prochain chasse-patate, on se retrouvera pendant la Vuelta, juste avant la dernière semaine de course. Donc on se retrouve d'ici à peu près 3 semaines, hein, si mes calculs sont bons. Et bien évidemment, d'ici là, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Bravo à tous les Français champions d'Europe et médaillés. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.